Bienvenue à tous. Dans cette causerie, j'ai choisi de vous parler d'un grand esprit qui est Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun nous ouvre les yeux, comme j'ai essayé de le faire déjà quand je vous ai parlé de Al-Fitna al-Kubra. Je vous ai expliqué que les batailles entre Ali et Muawiyah au sujet de la succession au poste de calife, cette bataille qui nous est décrite comme une bataille avec des enjeux religieux, de légitimité religieuse, en réalité, au-dessous de tous les arguments religieux qui s'échangeaient, il y avait les forces de la Asabiyya, les forces des clans et des tribus et des familles patriarcales qui agissaient pour aller à la conquête du pouvoir et éliminer les concurrents pour cette course au pouvoir. J'ajoute qu'Ibn Khaldoun avait une double ambition au courant de toute sa vie. Il avait une ambition politique. Il voulait participer à l'exercice du pouvoir dans l'espoir sans doute de mettre en application ses connaissances au sujet des structures tribales, claniques de la société maghrébine et d'essayer de dépasser ce qui, à ses yeux, représentait le pouvoir islamique idéal. Car il a une théorie du pouvoir politique. Et cette théorie est fondée sur la distinction entre le mulk, c'est-à-dire la royauté, l'exercice du pouvoir par un roi, qui ne respecte pas nécessairement les mulk, c'est-à-dire la royauté, l'exercice du pouvoir par un roi, qui ne respecte pas nécessairement les règles de la charia, du droit musulman, du droit civil musulman et du droit politique, je n'ose pas dire constitutionnel, parce que ce serait un anachronisme, puisqu'en ce temps-là, on ne parle pas de constitution, mais on parlait de charia qui est contraignante pour l'exercice du pouvoir, comme je l'ai expliqué, pour les califes et pour les imams du côté chiite. Donc, Ibn Khaldoun avait des ambitions de dépasser le pouvoir lié aux forces tribales, aux forces des familles patriarcales, pour appliquer ce que Ibn Taymiyyah, penseur hanbalite que nous connaissons, a appelé siyasa shar'iyya, c'est-à-dire la politique ou la gouvernance légitime au sens de la charia. Ibn Khaldoun n'a pas eu de chance dans sa vie, en ce sens que malgré ses succès intellectuels et ses succès moins forts, moins évidents sur le plan politique, puisqu'il a toujours été obligé de quitter les fonctions que lui confiaient les responsables politiques des différentes dynasties, parce qu'il n'était pas d'accord avec eux, et parce que aussi il nous décrit avec beaucoup de détails les intrigues et les jalousies qui étaient monnaie courante autour du souverain de toutes les dynasties. Et il a souffert considérablement de ces jalousies et de ces intrigues de gens qu'il considérait, à juste titre, parce que lui, quand même, il l'a démontré par ses ouvrages, et ceux qui le jalousaient et faisaient des intrigues contre lui ne nous ont pas laissé de travaux qui puissent nous montrer qu'ils avaient quelques raisons à entrer en rivalité avec lui. Et Ibn Khaldoun, je disais, n'a pas eu de chance en ce sens qu'à 16 ans, il avait perdu tous les membres de sa famille parce que au XIVe siècle, au Maghreb, il y avait une peste qui a ravagé la population du Maghreb. La peste joue un rôle fondamental dans l'évolution des sociétés parce que, en quelques années, la peste décime la population d'un pays, et lorsque la population est décimée, les survivants
sont incapables de faire face à tous les problèmes de l'existence, parce qu'ils ont perdu, surtout les jeunes, qui peuvent travailler et produire. J'introduis cette remarque, qui est plus qu'une remarque, car Ibn Khaldoun, justement, a bien perçu le rôle des épidémies en général dans les sociétés humaines avant la découverte de notre médecine moderne. Voilà pourquoi les sociétés musulmanes, dans les années 50, 60, 70, ont connu une explosion démographique parce que la médecine moderne a permis presque à tous les enfants qui naissent de survivre et de vivre, et même longtemps et de plus en plus longtemps. Voilà un paramètre qu'Ibn Khaldoun a bien perçu parce qu'il l'a vécu. Il a perdu sa propre famille et il ne s'en est pas consolé durant toute sa vie. Et puis autour de lui, les luttes qu'il a menées, il les a menées avec toutes sortes d'hostilités qui l'entouraient, aussi bien dans les capitales maghrébines où donc il a passé 30 ans de sa vie, et ses intrigues, ses jalousies l'ont amené à quitter le Maghreb pour aller émigrer au Caire, en Égypte. Et au Caire, il a eu quelques reconnaissances. Il a eu une charge de cadi dans l'école malikite, parce qu'il appartient en tant que maghrébin à l'école malikite. Et sa vie s'est poursuivie, donc sa carrière s'est poursuivie au Caire, et il a revu plusieurs fois le texte de son grande œuvre, la Muqaddima, et de son livre sur l'histoire des Berbères. Et pour tous ces écrits, nous avons une traduction en français tout à fait remarquable et nouvelle par un collègue savant marocain, Abdeslam Cheddadi, qui a publié cette traduction avec une longue introduction. Et c'est un volume de la Pléiade, et je conseille à tous les auditeurs d'aller lire ce texte. J'aurai encore à vous expliquer dans notre dernière et 12e causerie la suite donnée dans l'histoire de la pensée islamique, non seulement à l'œuvre exceptionnelle d'Ibn Khaldoun, mais aussi à l'œuvre d'autres penseurs auxquels j'ai fait allusion jusqu'à présent, comme Fakhr ad-Din al-Razi, al-Ghazali, du côté de la théologie et du côté des sciences islamiques, et Ibn Rushd et Ibn Sina et Farabi du côté des sciences qu'on appelle rationnelles, c'est-à-dire la philosophie. À la prochaine fois.